them for your colors. One hand, two hands for your colors, yeah. Azima, tout s'est bien passé? Radon, grâce, à peine arrivée à l'hôpital, ta femme a accouché. Oh, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Un garçon. Dieu est grand, un garçon. Tu sais, on a un autre problème. L'enfant a un problème? Moi, je ne dispose plus suffisamment de sous pour solder les factures. Azima, calme-toi. Mais te voilà très loin. Je vais t'envoyer de l'argent tout de suite. Par quel moyen? Tu oublies que nous sommes dimanche et que la plupart des banques et succursales sont fermées. Je t'envoie un numéro tout de suite. Tu iras au distributeur EcoBank le plus proche. Prends 30 000, sans carte. D'accord. Avec EcoBank Mobile, envoyez de l'argent à quelqu'un qui peut le retirer au guichet automatique d'EcoBank, sans carte bancaire et sans intermédiaire. Téléchargez l'application EcoBank Mobile sur Apple Store ou Google Play, effectuez vos achats et autres paiements par QR Code ou Masterpass et envoyez de l'argent au Bénin et 32 autres pays. EcoBank, la banque. Club Média 7, bonsoir. La Coalition pour la défense de la démocratie, C2D, a effectué ce jeudi une sortie politique pour passer en revue la gestion des affaires sous le président Patrice Talon. Les membres ont exigé, entre autres, le retrait de l'avant-projet du code électoral. Invité pour évoquer Club Média 7 ce jour, Vincent Métonou, rédacteur en chef de la dépêche. Bonsoir Vincent. Bonsoir Mesmin, bonsoir chers téléspectateurs. Oui, avec vous sur ce plateau, Apol Emerico Adjovi. Apol, c'est l'ancien directeur de publication du quotidien Le Matinal. Bonsoir Apol. Bonsoir Mesmin, bonsoir chers confrères, bonsoir Benoît et à tous ceux qui nous regardent ce soir. Voilà, nous allons démarrer donc avec la revue de presse. La revue est signée Ulvaeus Balogun. Amis de Club Média 7, bonjour. Cette semaine, les journaux ont évoqué l'examen à l'Assemblée nationale du code électoral avec le tollé suscité dans la classe politique, les cas de malversation avec les affaires Sonapra et surfacturation au ministère du cadre de vie et enfin la participation du chef de l'État Patrice Talon à la conférence internationale sur la circulation des biens culturels. Le quotidien de service public La Nation affiche en manchette Assemblée nationale, la révision du code électoral se précise. D'après le journal, les discussions politiques se font de plus en plus sérieuses à l'Assemblée nationale pour l'avènement d'un nouveau code électoral, ce qui passe par la révision de la loi numéro 2013-06 portant code électoral du Bénin encore en vigueur. Un avant-projet de proposition de loi est actuellement élaboré par un groupe de députés du bloc de la majorité parlementaire. Il est composé de 397 articles répartis dans 6 livres avec de grandes innovations. Il traite entre autres, selon le même quotidien, des règles générales à toutes les élections en République du Bénin, de l'appurement, la correction, la mise à jour, l'actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée l'EPI. Le document précise clairement en son article 395 que l'élection des députés de la 8e législature aura lieu en 2019 sur la base de la LEPI actualisée. Le matinal arbore réforme du système partisan, de la nécessité de disposer d'un nouveau code électoral. Selon le journal, si l'on est d'accord qu'il faut absolument procéder à une profonde réforme du système partisan, si l'on accepte de disposer d'une nouvelle charte des partis politiques, on devrait comprendre que tout ceci peut induire de profondes réformes au niveau de la loi qui organise les élections au Bénin. Au journal d'ajouter que le code électoral en l'état a le génie de permettre la réussite des élections passées, mais présente la faiblesse d'être en retard sur les débats politiques actuels. Les pharaons de conclure, Bénin, Assemblée nationale, un nouveau code électoral met fin
à la quête effrénée de l'immunité parlementaire. Et l'opposition semble sortir déjà les crocs contre ces nouvelles réformes. La dépêche titre « La coalition pour la défense de la démocratie du Bénin, C2DB, appelle au rejet du nouveau code électoral ». Dans la même dynamique, Matin Libre affiche sortie médiatique de la C2D. L'opposition rejette le nouveau code électoral. La nation va chercher les griefs et explique, selon la C2D, cette nouvelle loi embrigade les droits des citoyens à des élections démocratiques. Et pourtant, conclut le journal, les dispositions incriminées sont pour la plupart prévues dans la loi actuellement en vigueur. Sur les cas de malversation dans l'affaire Sonapra-Gate, le matinal aborde présumé malversation, 4 responsables de l'ex-Sonapra écroués, précisant que depuis hier, le dernier directeur général de la Société nationale pour la promotion agricole Sonapra n'est plus libre de ses mouvements. Un mandat de dépôt du procureur le retient ainsi que 3 autres cadres de la société dans les liens de la détention. Le Télégramme dans la même logique affiche en manchette rebondissement dans l'affaire Sonapra, 4 personnes jetées en prison. Fraternité poursuit en manchette lutte contre la corruption au Bénin, l'ex-DG Sonapra et 3 financiers écroués à la prison de Cotonou. Selon le journal, ils ont été mis sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison civile de Cotonou dans le cadre de la procédure ouverte à leur encontre. Il leur est reproché par le Conseil des ministres en date du 26 juin 2017 une perte de 125 milliards révélée par l'audit de la gestion des campagnes cotonnières 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. L'Afrique en marche ajoute alors campagnes agricoles sous Yahi, mandat de dépôt pour 4 cadres de la Sonapra. D'une affaire à une autre, affaire surfacturation au ministère du cadre de vie, micmac autour du dossier, écrit en manchette Point Média. Le journal précise que les informations distillées au sein de l'opinion faisant état d'un non-lieu dans la dite affaire sont fausses selon l'autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC. La dépêche surfacturation révélée par l'ANLC au ministère du cadre de vie qui veut noyer le dossier. Pur intox a corrigé le président de l'ANLC à travers un communiqué. Le journal conclut alors que ce imbroglio créé autour de l'affaire montre que quelqu'un tente par tous les moyens de noyer le dossier. En pêle-mêle sur le plan diplomatique, le journal en ligne Le Leader Info Bénin titre « Conférence internationale sur la circulation des biens culturels ». Patrice Talon attendu comme le chantre du rapatriement des trésors culturels africains. Le média en ligne explique que le président Patrice Talon est attendu ce vendredi 1er juin à la conférence de haut niveau sur la circulation des biens culturels et du patrimoine partagé au siège de l'UNESCO en France. Un rendez-vous d'échange mis sous le terme la circulation des biens culturels et le patrimoine partagé. Quelle nouvelle perspective qui va permettre au chef de l'État béninois d'évoquer une nouvelle fois la question du transfert des patrimoines culturels vers le pays d'origine. Le potentiel parle quant à lui des réformes pharmaceutiques au Bénin et titre liste des 14 membres pour assainir le secteur. D'après le journal, le gouvernement du président Talon est décidé à mettre de l'ordre dans le secteur de la vente des produits pharmaceutiques au Bénin. Dans cette dynamique, il a récemment suspendu l'ordre national des pharmaciens de toute activité afin d'opérer des réformes urgentes qui vont permettre de relancer le secteur. Dans la même dynamique, le matinal écrit « Commission Djogbenou dans le secteur de la pharmacie ». Place aux réformes. Ainsi donc se referme cette revue de presse. Ulvaeus Balogun était à la présentation. À dimanche prochain. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Nous allons donc commencer par cette sortie donc de la coalition pour la défense de la démocratie, C2D, laquelle coalition a porté un regard sur le nombre d'affaires ayant cours, les levées d'immunité parlementaire, le COSLEPI, les réformes, la lutte contre la corruption. Cette coalition estime qu'il y a un recul des libertés au point où les membres de cette coalition n'hésitent pas à traiter le régime actuel de régime autoritaire. Dites-nous en quoi le Bénin aurait reculé au plan démocratique. Vincent Méton. Merci, Mesmin. Il faut se réjouir de la création de cette organisation, la CTD au Bénin, parce qu'on ne saurait concevoir
une démocratie sans opposition. Au début, rappelez-vous, au début de l'avènement de la rupture, la plupart des acteurs politiques se sont ralliés à la cause du chef de l'État et il n'y avait pas d'opposition dans le pays. On est fiers aujourd'hui de disposer de cette coalition-là qui, de temps à autre, critique l'action du chef de l'État. Il y avait opposition au point où la révision de la Constitution n'a pas abouti. Il n'y avait que le Front du Salut, enfin le FSP. Il y avait que le FSP, et puis les FSP n'avaient pas le punch nécessaire que nous remarquons aujourd'hui avec la CTD. Oui. Donc moi, je me réjouis déjà de l'existence de cette force, de cette coalition des forces qui jette un regard critique sur l'action du chef de l'État. Et c'est tant mieux. Le chef de l'État ne devrait même pas... Non. Il devrait encourager ces opposants-là à l'animation de la vie politique. J'espère que c'est ce qu'il faut pour la démocratie béninoise. Oui, bien dites-nous en quoi le Bénin aurait reculé. Oui, plan de la démocratie. Sur le plan des libertés surtout. Hein. Je le dis, le Bénin, les règles politiques existent. Le Bénin ne peut pas créer d'autres règles. Non. Aujourd'hui, on se rend compte que la séparation des pouvoirs, surtout ça, la séparation des pouvoirs qui est le socle de notre système n'existe plus. La justice sur laquelle on comptait a pris un... Comment ça n'existe plus? Comment la séparation n'existe plus? Est-ce qu'on confond le gouvernement avec l'Assemblée nationale? Est-ce le même président de la République qui va gérer l'Assemblée nationale? Sans être aussi péremptoire, non. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Mais s'il arrive que l'Assemblée se retrouve dans les propositions gouvernementales, comment est-ce que les députés vont s'y prendre? Non, mais c'est ça justement le problème. C'est en cela que la majorité présidentielle, dans un régime présidentiel, n'est pas opportune. Le régime présidentiel accorde tellement de pouvoir au chef de l'État qu'il n'a nullement besoin d'une majorité parlementaire pour diriger. C'est ça, justement. Le danger est que, vous avez vu au niveau de la composition des membres de la Cour constitutionnelle, 4 pour l'Assemblée nationale, 3 pour le président de la République. Les 4 de l'Assemblée nationale sont issus de la mouvance. Les 3 du chef de l'État sont issus de la mouvance. Nous aurons une Cour constitutionnelle unique. C'est un danger pour la démocratie. Ainsi va la démocratie. Justement, c'est en cela qu'on a prévu un système tel que le chef de l'État puisse avoir des institutions contre-pouvoir. Et parmi ces institutions contre-pouvoir-là, il y a l'Assemblée nationale, bien entendu, il y a le pouvoir judiciaire, et puis il y a l'acte dans une certaine mesure. Nous allons prendre l'avis de Paul Emerico Adjoui là-dessus. Vous me permettez, ça me fait tellement rire que quand je prends le dernier bout de ces propos en ce qui concerne la désignation des membres de la prochaine cour qui va donc s'installer le 6 prochain, le mercredi prochain, je me dis, mais en quoi la désignation des 4 membres dévolus, n'est-ce pas, au bureau de l'Assemblée nationale et les 3 autres donc dévolus au chef d'État, en quoi il y a une violation de notre loi fondamentale? Il n'y a pas eu de violation. Notre loi a prévu que le bureau national désigne 4 personnes. Ce qui a été fait dans les normes, de même que le chef d'État aussi. Je ne vois pas la violation où il y a. Écoutez, je pense qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un État démocratique et, de mon point de vue, notre modèle démocratique, on ne va pas l'inventer et que c'est la loi de la majorité. La loi de la majorité. Donc, il revient donc à l'opposition politique donc, de pouvoir donc faire entendre sa voix et de convaincre pour pouvoir donc avoir le dessus. Mais quand vous revendiquez des choses et que, bon, au niveau de l'Assemblée nationale, qui est le champ éminemment politique, donc où les jeux politiques se font, si à ce niveau, vous n'avez pas pu entendre votre voix, mais vous n'avez pas... je ne sais pas moi... Vous devez pouvoir accepter le jeu démocratique, puisque c'est ce qui a été retenu. Il parle également de recul par rapport aux libertés. Et là, je voudrais donc prendre quelques points par rapport à la déclaration de la coalition dont il parlait tantôt, qui disait qu'il y a comme qu'on appelle un acharnement comme des opposants. Je me demande où se trouve l'acharnement. Moi, je ne suis pas là pour faire l'avocat qu'on appelle du gouvernement, mais je me dis, mais quand on évoque le cas qu'on appelle de quelqu'un qui s'appelle... Mettons, autant pour moi, mettons. C'est pas vous, justement. Mettons. Mais écoutez, c'est une affaire qui est de la justice. Il est reproché à la personne telle chose. Mais je fait que quand il se retrouvait au niveau de la prison, c'est en ce moment que la justice est allée en grève. Donc ça a contribué au fait que jusqu'à présent, il est en prison. Donc, je ne vois pas en quoi il y a un recul à ce niveau-là, d'autant que ce n'est pas le gouvernement qui gère
qu'on appelle ce dossier-là. C'est la justice. De la même manière, quand on parle comme quoi, on a noté, je parle du contenu de la déclaration, qu'on a noté que comme quoi les hommes politiques donc, qui ne sont pas qu'on appelle à la table du gouvernement donc font objet qu'on appelle de redressements fiscaux qu'on appelle fantaisistes. Je me dis, mais écoutez, quand vous dans ces pays, n'est-ce pas, vous êtes homme d'affaires, il faut qu'on appelle les personnes en question le sachent. Quand vous êtes homme d'affaires, vous dans ces pays d'aller en politique, il va falloir donc choisir. Et de mon point de vue, c'est ce que le chef de l'État a fait. Il était un homme d'affaires, il a dit, dès que je suis élu chef d'État, je dois pouvoir démissionner parce qu'il ne faudrait pas un conflit qu'on appelle d'intérêt. Mais il se fait qu'il y en a, n'est-ce pas, parmi cette coalition, il y a quelqu'un qui est homme d'affaires et qui plus est président du Parlement béninois et qui aujourd'hui a créé un parti politique dont il est président d'honneur. Mais il va falloir qu'il fasse le choix, qu'on fasse qu'on appelle le distinguo pour qu'on sache à qui on a affaire, est-ce qu'à l'homme d'affaires ou au politique. Pour qu'il n'y ait pas cette confusion-là. Oui, voilà. Permettez-moi de reprendre la parole. Alors, cette coalition exige les procès des affaires ICC Services, d'Anivor, scandale machine agricole, avion présidentiel et autres. C'est des affaires qui datent du président Boliaï, qui est leur partenaire, lequel est trempé dans ces affaires. Que veulent-ils exactement? Dites-nous, M. Metonou. L'État est une continuité. Ce n'est pas parce que ces affaires-là ont eu lieu sous Boliaï qu'il ne faut pas poursuivre. Maintenant, le Bénin est ceux qui ont collaboré. Mais veulent-ils voir Boliaï au banc des accusés? Pas forcément. Ce qu'on a remarqué par rapport à cette lutte acharnée contre la corruption, c'est qu'il y a comme une discrimination. On est tenté de croire qu'ils voudraient en voir l'imputation. Non, mais quand on parle de discrimination, je voudrais qu'on soit précis, qu'on donne des exemples précis, et non se contenter seulement de dire discrimination. À quel niveau? Parce que c'est quoi? Vous surtout la discrimination à ce niveau-là. Moi, je suis même tellement heureux que ce soit donc ces personnes qui aujourd'hui évoquent ces affaires, comme vous le disiez tantôt, donc des affaires qui ont eu lieu au moment où ils étaient aux affaires. J'étais tellement heureux, donc je me dis, mais finalement, là, est-ce que ces personnes sont en train de me dire indirectement là, qu'effectivement, ces affaires-là, il y a un problème, il y a un hic qu'il faut aller vérifier. Mais si ça en est ainsi, mais là, je dis, mais qui s'excuse, qu'on appelle s'accuse. En son temps, on avait demandé que ce dossier soit élucidé. Ils ont tout fait pour qu'on n'en vienne pas là. Aujourd'hui, parce que la roue a tourné, ils sont dans une position d'opposition aujourd'hui. Alors, ils demandent qu'on puisse aller voir dans tel dossier-là. Mais écoutez, je crois que c'est un message de mon point de vue qui est envoyé au niveau de la justice. Donc, ils reviennent donc à la justice donc, de ce dossier-là pour nous permettre donc de voir clair dans ce dossier-là. S'il vous plaît, la lutte contre la corruption a commencé effectivement avec l'affaire Métaillon. Avec l'affaire Métaillon. Alors, il faut voir un peu comment cette affaire Métaillon a été conduite. La présomption d'innocence n'existe plus dans notre pays. Jusque-là, aucun tribunal n'a encore jugé Métaillon d'être coupable de ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est quoi? On ne sait même, ce n'est même pas clair. Le chef d'accusation là. Vous savez ce qu'on lui reproche? Non, ce n'est pas clair. Vous savez mieux que personne. Si je reviens à la justice, c'est clair ou pas? Alors, voilà. Le dossier ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Mais la faute est à qui, là, quand ça fait 6 mois? La faute est à qui? La faute est à la justice. C'est ça, justement. La faute est à la justice. La justice, elle est différente de l'exécutif. Non, s'il vous plaît. La justice n'est plus indépendante. Il faut le dire. Les juges, l'UNAMAB, a sorti un communiqué pour dénoncer la vassalisation de la justice. En quoi la justice serait vassalisée? Je vais donner juste un exemple. Affaire Atao. Le juge en charge du dossier, en statuant sur la Constitution, il est parti d'un article de la Constitution pour dire que certains députés qui s'est présenté de façon volontaire. Et en cas de flagrant délit, on fait comment? S'il vous plaît. Oui. Le juge a pris une ordonnance pour dire je ne le maintiens pas. C'est le juge. Des libertés. Des libertés. Ouais. Et le ministre de la Justice est revenu pour dire que le juge n'avait pas fait. Puisqu'il y avait des cas de flagrant délit pour lesquels il était poursuivi. Quand est-ce que le flagrant délit a été évoqué? On a dit fraude fiscale. S'il vous plaît. Mais dans ce dossier-là, vous ignorez qu'il y a des Béninois qui sont en prison pour 5 ans. Et qui ont été donc condamnés donc, sur la base du flagrant délit. Oui. Et puis, la personne, la tête pensante de ce dossier-là, mais il se fait que c'est le député, qu'on appelle Atao. Mais écoutez, est-ce que on a 2 types de Béninois? Est-ce qu'il y a des Béninois qui sont condamnés dans un dossier pour flagrant délit et que la personne censée être qu'on appelle
la tête pensante de ce dossier, parce que la personne en temps était en fuite et maintenant est revenue là, on va pouvoir donc dire que non, il n'y a pas de programme de lui pour lui. Mais je voudrais qu'on explique comment ça se passe. Nous parlons jusque-là de faux médicaments. Ouais. Et depuis que cette affaire-là a commencé, aucun laboratoire, aucune étude sérieuse n'a démontré la fausseté des médicaments que nous sommes dans un pays de droit, faisons les choses selon les règles de l'art. Oui, les règles de l'art, je vous le rappelle. Je ne suis pas cette pharmacien, mais je sais. Les règles de l'art. Oui. Un médicament qui peut donc, qu'on appelle donc guérir et à la fois donc tuer. Quand un médicament rentre dans un pays, ça doit rentrer dans le circuit normal. Et il se fait que ces médicaments-là n'ont pas pris par le circuit normal. Et dès lors, on n'a pas besoin d'aller vérifier la toxicité des médicaments, mais c'est des médicaments faux. Non. Puisque ce n'est pas rentré dans le couloir qu'on appelle donc, établi dans un état responsable. Il n'y a pas de pour qu'on puisse contrôler. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Mais c'est ça le médicament qui est faux, qui n'est pas rentré dans les normes, dans le cadre établi par l'État. Nous allons évoluer. Ils évoquent, toujours cette coalition, les membres évoquent les marchés publics qui seraient confiés aux proches du président en place. Et ils ont donné un exemple, le parc Pendiari. Croyez-vous que le Sénagreffe, qui avait géré donc ce parc, aurait mieux fait que African Park qui est là? Vincent Méthode. Oui, ça peine un peu lorsqu'on évoque ce genre de situation. Vous avez vu les conditions dans lesquelles le parc Pendiari a été cédé. Pas vendu, hein? Cédé. J'ai dit cédé, je n'ai pas dit vendu, Apollo. Mais nous sommes dans un état de droit. C'est ce que je dis. Lorsqu'on veut céder les parts, il faut faire les choses selon les règles, selon l'orthodoxie. Mais les conditions de cession du parc Pendiari sont encore troubles. Personne ne connaît les clauses. Mais c'est ce que le capitaine Tchéretro a voulu dénoncer. Vous avez vu le sort qu'on lui a fait? Non. Je crois que ce que demandent les Béninois, c'est que le chef de l'État, enfin que le gouvernement fasse les choses selon nos lois, selon notre constitution, selon les tests que nous sommes librement donnés. C'est tout ce qu'on demande à la rupture. On ne lui demande pas autre chose. Mais semble-t-il que quand on reproche à un gouvernement de ne pas faire les choses dans les normes, mais quand il y a des voies de recours, non, mais il n'y en a pas. Mais que les personnels, enfin les conteneurs, les gens qui pensent que ce n'est pas fait dans les normes, alors que, encore que j'allais dire, qu'on appelle le code des marchés publics a prévu des exceptions, ce qu'on appelle les gré à gré. Mais tout à fait. Alors, mais justement, quand c'est prévu, là, mais c'est pour être appliqué. Donc, de mon point de vue, si le gouvernement, je ne sais pas comment ça a été fait, si ça a été fait de gré à gré, donc forcément que les tests non prévus, et c'est pourquoi le gouvernement donc, a utilisé les tests pour le faire. Alors, si des gens pensent que ce n'est pas bien fait, il leur revient donc d'essayer les voies de recours pour en temps de raison. Les voies de recours en la matière, c'est quoi? C'est quelle institution? Moi, je ne sais pas. Les deux hautes cours, c'est un mot sur le nouveau code électoral. Mais vous savez, un mot sur le nouveau code électoral. L'avant-projet, en quoi est-ce que ça dérange? Oui, ça dérange. Parce que le Bénin a déjà 28 ans de pratique démocratique. Le Bénin a déjà organisé près de 6 élections présidentielles. Nous en avons organisé autant de scrutins législatifs. Et toutes ces élections-là ont été régies par des lois. Oui, je suis Qu'est-ce qui vous dérange au niveau de ce code exactement? Le fameux quitus fiscal. Mais c'est un gros piège là, c'est un gros piège qui vise, à mon avis, à éliminer des éventuels candidats gênants. On a dit c'est seulement le directeur général qui peut accorder ce quitus fiscal. Mais s'il voyageait. Mais tantôt, vous parlez tantôt de continuité de l'administration. Oui. Mais si le directeur voyage, il a un adjoint, il a des chefs de service. La loi ne l'a pas prévu. Je vous dis, il y a des adjoints. Quand il s'en va, il doit pouvoir non laisser les délégations. Encore que moi, le débat n'est pas à ce niveau pour moi. Alors, quand on parle de fixe et qu'on appelle quitus fiscal, oui. Vous consentez que des gens parmi nous veillent nous diriger et que ces personnes-là n'auraient jamais contribué à notre économie, donc des choses dont on a besoin, alors que nous savons que le Bénin est une économie qu'on appelle un budget essentiellement fiscal, que des Béninois parmi nous qui veillent nous diriger et qui ne payent pas les impôts. Mais écoutez, c'est de l'immoralité. Il faut que les personnes puissent donner le bon exemple avant de pouvoir donc de dire oui, je peux vous diriger. Mais si la personne, excusez-moi le terme, est délinquant fiscal, on ne peut pas lui donner le quitus de nous diriger, ce n'est pas possible. Absolument pas. Voulez-vous dire un mot sur la résidence? En quoi est-ce que la résidence vous dérange? 1 an, c'est trop. Pour des hommes d'affaires, 12 mois de façon constante. Non, je voudrais vous dire, je ne prends pas part au débat, mais j'ai juste pour éclairer votre lanterne, ce n'est pas la première fois. Même après la conférence nationale, cela a été exigé. Même si plus tard, cela n'a pas été appliqué. Après la conférence nationale,
on avait exilé des Béninois qui résident au pays avant de prendre part aux élections. Et récemment encore, sur le président Kérékou, cela a été dit avant d'être revu. Donc ce n'est pas une première. Ce que moi je veux dire par rapport à ce dossier-là, je veux juste me poser une question à ces personnes qui tiennent ce discours-là, ou cette posture. Alors, est-ce que, je suppose par exemple, je prends le 22e ou bien le 23e circonscription électorale, et dit, est-ce que les populations de Zakota, de Kové, de Zayanado, de Bodomé accepteraient-elles qu'un Béninois, qui, c'est tellement un des leurs, qui a vécu aux États-Unis pendant 20 ans, et parce qu'il y a des élections, que ces personnes descendent au pays pour dire je suis candidat et qu'on porte, on le porte au Parlement. Je crois que c'est totalement une aberration. Il faudrait qu'il soit quelqu'un là, qui soit là et qui connaisse les réalités de la localité. Des Béninois qu'ils connaissent davantage leur pays. Mais bien voilà, c'est tout. La technologie a tellement évolué qu'on n'a point besoin de résider au pays pour connaître les réalités de ce pays. Doit-on connaître son pays par l'éthique? Par l'éthique, le virtuel. Vous connaissez le pays par le virtuel. Ça veut dire que quoi? Vous n'êtes pas sur les lieux. Vous ne vivez pas les réalités du pays. Laissez-moi, vous n'êtes pas sur les lieux parce qu'aujourd'hui, par les réseaux sociaux là, on envoie n'importe quoi. Vous n'êtes pas sur les lieux, on vous dit que voilà, écoutez, il y a un hôpital de référence qui dépasse même qu'on appelle CNHU. On fait la photo, on vous envoie ça. Et vous êtes là-bas aux États-Unis, vous regardez, vous dites oui, à Dakota chez moi, il y a un tel hôpital. Alors que si vous étiez sur les lieux, vous allez pouvoir dire mais non, il n'y a pas un tel hôpital comme ça à Dakota. Sur le principe, je suis d'accord. Voilà. Un candidat ne peut pas rester tout le temps à l'extérieur et débarquer du jour au lendemain. Et dire que non, mais alors, voilà. 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est largement suffisant. 12 mois, c'est trop. Voilà ce que encore que, il faut dire, encore que, écoutez, ce n'est qu'une proposition de loi. Je l'espère bien. Ce n'est qu'une proposition de loi. Bien. Il revient donc, qu'on appelle au parti. Dans ces conditions, est-ce qu'on est obligé de retirer le projet ou l'amender? Non, écoutez, le discours de retirer, vous comprenez, c'est le discours d'opposant, c'est de bonne guerre. Hein? Mais écoutez, il faut monter là-bas un peu au haut pour pouvoir donc espérer avoir un peu. Donc, je crois qu'au niveau du Parlement, ils vont faire ce qu'il faut pour que nous puissions avoir, parce que quoi, d'ici à là, nous serons à la limite de 6 mois, alors que les tests de la CEDEAO nous interdisent de toucher les lois électorales. Nous allons évoluer sur cette émission. L'ancien DG de la Sonatrach, Jacob Issola, et 3 financiers sont écroués. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un postulat. Hein. Aucun Béninois n'est contre la lutte contre la corruption, encore moins contre les mauvaises pratiques. Non, aucun Béninois ne peut être contre ça. Mais ce qu'on souhaite, une fois encore, je l'ai dit, c'est que cette lutte-là soit menée avec la même partialité ou la même impartialité, selon. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que cette lutte-là semble être dirigée essentiellement contre un camp. La période qui est ciblée, 2013-2016, cette période, pourquoi c'est seulement... Justement, c'est une période où les affaires ont été confiées, ont été mal gérées. Jusqu'alors, jusqu'en 2013, la filière Colton était gérée par les acteurs, à travers un accord que l'État a signé avec l'AIC. Et ce fait qu'en 2013, là, le pouvoir qui était là a donc retiré donc, la gestion aux acteurs et a confié ça au gouvernement. Et d'ailleurs, même il y a des commissions donc, présidées par des ministres et autres pour gérer. Donc c'était normal qu'on puisse donc auditer cette période-là. Encore que, mais vous êtes dans le pays, mais dès que le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir qui est là, a fait des audits. Après 3 saisons, a fait des audits et il a été révélé qu'il y a eu 125 milliards qui ont été injectés pendant cette période-là dans la filière coton. Alors qu'aujourd'hui, l'État ne met pas un coupec, bien au contraire, l'État en gagne. Mais il faut que tu vois qu'un Béninois soit soucieux de la préservation de nos maigres ressources, soit qu'on doit pouvoir encourager. N'est-ce pas, le gouvernement qui voudrait voir clair 3 saisons de faillite. Est-ce que les personnes écrouées doivent être les seules à en répondre? Mais écoutez, il me semble qu'ils sont beaucoup à être invités. Depuis pratiquement 2 ou 3 mois, ils sont en train d'être écoutés. Je crois que maintenant, le procureur a suffisamment de preuves, n'est-ce pas, qui donc emporte sa commission par rapport à cette personne. Il y a encore d'autres personnes. Quelle est la responsabilité de la Sonatrach dans cette affaire? La responsabilité de la Sonatrach, écoutez, ce sont les dirigeants de la Sonatrach de l'époque, donc qui ont géré la filière. Ce sont eux qui sont aujourd'hui interpellés. Donc il leur revient donc de se préparer donc pour pouvoir donc, se défendre par rapport à ce qu'on leur reproche. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Et l'ONS? C'est partie de la chaîne, c'est la chaîne. Je voudrais, vous permettez, tout à l'heure quand Vincent parlait de ce que, qu'on a comme l'impression que la lutte contre la corruption est dirigée contre un camp. Mais il se fait malheureusement que, si je peux donc accepter votre interprétation de la chose, il se fait que ce camp-là, ou les membres de ce camp-là sont les personnes qui étaient aux affaires hier.
Et qu'aujourd'hui, les gens qui sont là, donc, ils doivent pouvoir, donc, puisque vous avez dit tantôt que c'est une continuité, et quand ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à un endroit par rapport où les autres ont passé, les gens ont passé avant eux, il faut chercher à voir clair. Pour que demain, on ne dise pas que c'est vous qui l'avez fait. Quand nous sommes arrivés, on a fait les dossiers, on a constaté ci et ça. On a trouvé qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien. Et donc, tel que nos tests l'ont prévu, donc il faut donc donner ça à la justice pour que la justice puisse nous amener à voir clair. Et que s'il y a donc des ressources, que des notes certains parmi nous, on puisse donc mettre de côté, qu'on puisse leur dire, messieurs, non, vous retournez notre argent dans notre caisse, puisqu'on en a besoin, pour que le Bénin puisse aller de l'avant. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ouais. Merci. Alors, troisième sujet, donc, retour au pays des biens culturels. Le président Patrice Talon a fait un discours La tribune de la l'UNESCO. tribune, non, de Oui, je l'UNESCO. crois que c'est un discours, je dirais, très engagé que le chef d'État a fait, un discours que je dirais de détermination, puisque vous savez que le chef d'État, quand il est arrivé, il avait dans son PAG, il a mis un point d'ordre par rapport aux affaires du tourisme, de la culture, et depuis lors, donc depuis 2016, donc il a saisi son homologue français, donc demandé que, puisqu'on n'est pas en train de savoir que au temps de la colonisation, donc l'État français donc en a pris beaucoup donc, par rapport à nos objets culturels. Donc c'est tout à fait normal, puisque il me semble qu'il y a une déclaration, une résolution de l'UNESCO qui demande que les pays donc, qui sont allés en temps chercher des biens culturels des pays qu'on appelle colonisés puissent donc les restituer. Et le chef d'État, dans son discours, ce que j'ai tellement aimé dans son discours, est qu'il a dit que nous aider, être des partenaires financiers au développement, c'est aussi nous donner nos objets culturels pour qu'on puisse donc en tirer des profits. Il ne faudrait pas qu'on puisse, chaque fois qu'on nous envoie de l'argent pour nous accompagner par rapport à notre développement, mais on a également des biens qui peuvent nous permettre d'engranger. Il faut que ces gens-là qui acceptent donc d'être nos partenaires, nos accompagnateurs sur le chemin de développement, puissent également accepter donc de nous envoyer nos objets pour qu'on puisse qu'on appelle tirer des profits. Voilà. Tout à fait. Il faut être heureux que le chef de l'État béninois soit le champion aujourd'hui du retour des vestiges dans les patrimoines béninois. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ces patrimoines nous ont été pris de force. C'est normal qu'on nous Le problème, c'est quoi? Est-ce que le Bénin, pour prendre notre cas, dispose des dispositions ou des conditions idéales pour conserver ces vestiges-là? Le chef d'État l'a annoncé. Il a dit que le Bénin se prête donc à construire 3 musées. Donc il va pouvoir donc donner des conditions de conservation de cet objet-là. Et donc, je vois qu'il est dans la dynamique de ce qu'il a prévu et que, donc, que d'ici à là, donc, soit que ces musées vont pouvoir donc sortir de la terre et que dès que ces objets soient là, donc on puisse les mettre dans les conditions idéales. C'est mon souhait. Voilà. Le chef de l'État insiste sur le retour au bercail de ces biens culturels alors que les autres parlent de la circulation des biens. Croyez-vous que les deux soient conciliables? Moi, il faut avouer qu'effectivement, à ce niveau, j'ai eu un peu de problème. Je me dis, mais écoutez, on demande que nos biens viennent et puis on demande encore circulation. Moi, je crois que dans un premier temps, ce qu'il nous faut faire, là, c'est de tout faire pour que nos objets qui nous ont été arrachés de force en ce temps-là, on puisse les avoir à la maison et qu'après coup, ben, écoutez, on va pouvoir donc s'asseoir à table et parler par rapport à la circulation de ces biens-là. Tout à fait. Y a-t-il un intérêt pour la France à tenir à la circulation des biens plutôt qu'à nous les restituer entièrement? Ah, mais certainement. Il n'y a pas de hasard en matière de politique internationale. Non, mais il faut qu'on nous ramène ces biens. C'est notre patrimoine. Il faut que ça revienne au Bénin. D'abord. Est-ce pour ne pas nous en laisser la liberté? Est-ce pour ne pas nous en laisser la propriété absolue? On ne peut pas nous discuter. Ce ne sera pas une propriété qu'on appelle à moitié, c'est notre bien. Notre bien. Il y a des biens qui ont été arrachés de force. Pendant que les biens sont en circulation, est-ce qu'il reste votre propriété entière? C'est notre bien. Si ces biens sont en circulation, c'est nous-mêmes qui aurions décidé en tout temps que tel bien aille à tel endroit et que dès que tu as fini la fonction pour laquelle on l'a envoyé, donc que ça puisse revenir au bécail pour qu'on puisse toujours, qu'on appelle, être propriétaire de notre bien. Mais je crois que pour moi, la propriété n'a pas de demi-mesure à avoir. Elle est pour nous un point bas. Et puis aujourd'hui, le discours de la communauté internationale est clair. Hein. Il faut que ces patrimoines-là retournent à leur pays. C'est clair, c'est la propriété. Il n'y a pas de débat. Il y a quelques mois à Paris, le sujet avait été évoqué. Il fallait que les pays qui réclament ces biens culturels se préparent pour les accueillir. Est-ce que vous croyez qu'entre ce moment et aujourd'hui, des efforts ont été faits au pays? Non, je crois que si le chef d'État, mais senti qu'il est le chef d'État qui a prononcé le discours qu'on appelle lors de cette session, c'est tellement qu'au niveau du gouvernement, je n'en sais absolument rien, qu'il prenne des mesures pour pouvoir donc être prêt
Pour qu'au moment où, de toutes les manières, me semble-t-il qu'avant que ces biens ne viennent au pays, là, je crois que ça, là, c'était qu'on appelle une pierre que je lance dans le jardin du gouvernement. Il faudrait que ces pays donc, qui détiennent ces biens-là puissent donc venir et donc ici et donc s'assurer que, bon, écoutez, on a pu donc mettre les conditions nécessaires pour que ces biens puissent revenir à nous. Oui, votre question, elle est claire. Hein. Non, ces dispositions ne sont pas encore prises pour le retour de ces biens-là. C'est en cela qu'il faut souhaiter, comme l'a dit Apple, que le gouvernement fasse ce qu'il faut pour que les conditions idéales soient réunies. Mais le chef de l'État a annoncé dans son discours la construction de 3 musées. Oui. La construction, c'est encore un projet. Depuis, on n'a pas encore entendu le démarrage. On n'a encore rien. C'est vrai que ce gouvernement a cette particularité que quand un projet veut commencer, il n'y a pas de pot de première pierre. Et ça dit que 25 millions ont commencé quelque part, on n'en sait pas encore, mais si c'est fait, il revient donc au niveau de la direction de communication de la présidence, donc de pouvoir donc faire des éléments de reportage et de montrer à la face du peuple béninois et puis du monde entier que des mesures sont en train d'être prises pour qu'on puisse donc, qu'on appelle conserver dans les conditions idéales nos biens culturels que nous demandons. La construction de ces musées, quel peut en être l'intérêt? L'intérêt est que, de mon point de vue, dès que ces biens seront là, eh bien, les musées, c'est des lieux où les touristes visitent. Et le chef d'État, dans son PAG, a mis un point d'ordre par rapport au tourisme. Donc, et autant d'éléments donc, qui participeront donc, à relever le niveau de notre tourisme, à ce que nous puissions donc engager beaucoup de ressources à ce niveau. Et que, en dehors de ce que le coton nous rapporte, il faudra que le tourisme également, comme cela en rapporte à la Tunisie et au Cap-Vert, beaucoup de devises, et que le Bénin également puisse donc s'inscrire dans la même ligne que ces pays-là, pour qu'on puisse engager beaucoup dans le plan touristique. Vincent, maintenant, vous tenez vraiment au retour au bercail de ces biens culturels. Oui, j'y tiens. Oui, justement. Quel en est l'intérêt économique? L'intérêt, c'est d'abord au plan touristique. Mais si ces vestiges-là revenaient dans notre pays, mais les touristes viendront les visiter. C'est un plus pour l'économie béninoise. Aujourd'hui, le secteur du tourisme représente le deuxième facteur de développement dans le pays. Après l'agriculture, c'est l'industrie touristique. Donc, il est important que, comme le chef de l'État l'a dit, que le Bénin aussi s'engage sur cette voie-là et que le tourisme béninois participe réellement à la création de la richesse nationale. Absolument. C'est-à-dire, comme l'a dit le président Talon, que ces biens ont une valeur économique. Forcément, une valeur économique, je disais tantôt, mais que dès que les biens seront là, exposés dans les musées, ça va faire donc visiter des touristes qui vont, déambuler, des touristes nationaux comme étrangers. Et donc, à chaque fois que vous y allez, parce que ces objets sont donc dans des endroits, donc les conditions les plus idéales donc, pour les retenir. Et ces conditions, de mon point de vue, ça a un coût. Donc, chaque fois qu'un touriste, que ce soit béninois ou bien non béninois, passerait donc voir ces objets-là, et que ce qu'ils vont pouvoir donc payer, donc ça va permettre donc d'injecter quelque chose dans notre économie. Et je vous dis qu'en Tunisie, au Cap-Vert, pour les deux pays que je connais, là, et également le Kenya, mais le tourisme est l'activité principale qui apporte une grande part de devises à ces pays-là. Pourquoi pas le Bénin ne peut pas s'inscrire sur la même ligne que ces pays-là? C'est mon vœu. Pour qu'on ne dise pas que c'est seulement le coton qui permet aux Béninois, au Bénin, d'engranger, n'est-ce pas, sur le plan extérieur en matière financière. C'est-à-dire que le chef de l'État, dans son discours, a tenu un nombre de propos que nous avons recensés. Il disait la restitution, le partage et la circulation des biens culturels sont pour le Bénin un moyen pour lutter contre la pauvreté, un facteur de création d'emplois. Tout est dit. C'est ce que je disais. Tout est vraiment dit parce que c'est quoi? Voyez-vous, quand ces milliers seront créés, vous n'êtes pas sans savoir que forcément, ça va créer de l'emploi. Il y a donc des Béninois qui seront recrutés. Donc, peut-être des Béninois qui sont tentés d'aller à l'extérieur, donc d'aller en aventure dans ces pays qu'on appelle du Nord, donc pour aller chercher l'Eldorado. Quand la personne est recrutée ici, parce que la personne a une formation, n'est-ce pas, qu'on appelle en tourisme ou bien une formation qu'on appelle ce qu'ils font à l'ENA qui s'occupe des affaires culturelles. Alors, quand la personne est recrutée, 3 musées, vous voyez combien de personnes, combien de Béninois qui seront donc recrutés et qui en temps étaient tentés d'aller en aventure, donc parce que ces biens sont rentrés au pays, ça leur permettra donc de rester ici et donc de pouvoir travailler et participer donc à rehausser l'économie de leur pays. Autre sujet, la liste électorale permanente informatisée. Les membres du Conseil d'orientation de supervision de la LEPI sont désignés, mais la classe politique, une partie de la classe politique reste dubitative. Pourquoi rester dubitatif? Quant au fonctionnement donc du COS LEPI?
vous avez suivi un peu les conditions dans lesquelles le COSLEPI a été installé. Le COSLEPI. Alors, l'essentiel n'est pas d'avoir installé le COSLEPI. Il faut leur donner effectivement les moyens matériels de démarrer les activités. C'est tout ce que demande la classe politique. Qu'on mette à la disposition du COSLEPI les moyens qu'il faut pour démarrer effectivement les travaux. Les élections, 2019, c'est demain. Hein? Donc, on ne va pas attendre la veille. Rappelez-vous, dans ce pays, il y a eu un gouvernement qui, visiblement, ne voulait pas organiser des élections, a dit publiquement qu'il n'y avait pas de l'argent pour organiser les élections. Vous vous rappelez? Non, nous ne voulons pas vivre ça. Nous voulons que le gouvernement mette à la disposition du COSLEPI les moyens qu'il faut pour leur permettre de démarrer à temps les travaux. Voilà ce que réclame la Je crois que classe sur ce dossier, politique. moi, à ma connaissance, il me semble que jusqu'à maintenant, là, les membres ou les responsables du COSLEPI ne sont pas encore montés au créneau pour se plaindre du fait qu'ils n'ont pas les moyens pour fonctionner. Donc pour moi, le débat ne se pose pas pour le moment. Parce que pour ce que j'ai eu dit, il me semble que les membres, les responsables du COSLEPI actuels sont en train de travailler avec le ministère des Finances donc, pour pouvoir donc, avoir de quoi donc, démarrer. Donc j'attends qu'ils montent au créneau pour dire que bon, on n'a pas les moyens pour que, écoutez, on puisse demander au gouvernement de faire ce qui est son devoir. Justement, le code électoral en examen actuellement, le code électoral incriminé, dit que c'est la LEPI qui sera quand même utilisée pour les élections. Et y a-t-il encore des raisons Il faut apurer la LEPI, il faut actualiser la LEPI, c'est ça le rôle du COSLEPI. Apurer et actualiser, et ça a besoin de moyens financiers énormes. Et c'est ce qu'on demande au gouvernement, de mettre ces moyens-là à la disposition du COSLEPI pour que le travail puisse démarrer effectivement. Vous avez au moins la certitude que le RAVIP ne sera pas utilisé? Non, c'est clair, ça c'est un débat tranché. Le RAVIP, plus personne n'en parle. Par rapport à ce dossier, je ne vois même pas le débat à ce niveau-là. Si le RAVIP doit être, qu'on appelle utilisé, la loi qui est instituant le RAVIP a prévu dans son article 10 ou bien 13 s'il faut donc utiliser le RAVIP pour la LEPI ou pas. Moi, le débat ne se pose pas à ce niveau-là. Je parle de ce que donc il faut avoir donc que le COSLEPI peut avoir les moyens pour travailler. Et je vous disais tantôt que je n'ai pas encore vu les responsables du COSLEPI monter au créneau comme quoi on n'a pas les moyens pour travailler. Donc je crois qu'il n'y a pas péril en la demeure. Non, chat échaudé craint l'eau froide. Il n'y a pas péril en la demeure. C'est au regard. Je crois qu'ils auront les moyens donc, pour faire le travail. Oui, pour qu'on puisse donc aller en élection avec c'est au regard de la réticence observée dans la mise en place du COSLEPI. Oui, mais est-ce que le COSLEPI a été installé avec retard? Non, bon, évidemment, il y a une période là sur laquelle on a zappé, la période 2016-2017. C'est chaque année qu'il faut apurer, qu'il faut actualiser la liste électorale. C'est ce que la loi a prévu. C'est ce que la loi a prévu. Que ça coûte des ressources financières, merci, s'il te plaît, que ça coûte de l'argent pour l'État, ce sont des dépenses de souveraineté. C'est ce que nous avons prévu, qu'on respecte les lois. C'est ce que je dis. Qu'on respecte les lois et le débat n'aura pas lieu. C'est tout. Je crois que la loi sera respectée. Mais il me semble que le code électoral qui a institué d'ailleurs le COSLEPI, qui est actuellement en étude, me semble que le code doit avoir supprimé le COSLEPI. Il me semble que désormais, si c'était voté tel que j'ai vu la proposition, et que désormais la LEPI est entre les mains de la Sénat. Et donc, mais voilà, il se fait qu'il y a un COS qui est actuellement en place et qu'il y a une décision de la Cour donc, qui donne donc, pouvoir à ce COSLEPI donc, de fonctionner jusqu'en fin novembre 2018. Alors, dès lors que le code sera très prochainement adopté et donc mis en vigueur, je me demande est-ce que le COSLEPI qui va être là va pouvoir donc chevaucher par rapport au nouveau code. C'est toute une question que moi je me pose à mon niveau. C'est tellement que les députés donc trouveront la parade dans le nouveau code pour nous dire ce qui se fera en son temps. Oui, je l'ai observé aussi. Et ce n'est pas sain, justement. C'est l'un des griefs que l'on fait à ce nouveau code électoral-là. Il ne fallait pas créer. C'est un incident gratuit qu'on veut créer entre la Sénat et le COSLEPI. Ce n'est pas sain. Mais en quoi c'était un incident? Parce que c'est quoi? C'est quoi la création de toutes ces institutions? Je crois qu'en 91, là, on n'avait pas ces institutions, Sénat, COSLEPI, on n'avait rien de tout ça là. Mais on en est arrivé là parce qu'on n'a pas de confiance, le Bénin n'a pas de confiance dans son frère. Mais aujourd'hui, là, le COSLEPI là, et les députés de la mouvance présidentielle et ceux donc, de l'opposition sont au niveau du COSLEPI. De la même manière, au niveau de la Sénat, si le code en venait à être voté, et l'opposition et la majorité, les deux sont représentés au niveau de la Sénat. Donc je me demande, mais quelle est la crainte que les gens ont encore? Est-ce à dire que les personnes qu'elles envoient dans les institutions donc, pour les représenter, elles n'ont pas foi en ces personnes? Mais si c'est à ce niveau-là, je crois que la balle est dans leur camp. La dernière élection présidentielle a été gérée aussi bien par le COSLEPI que par la Sénat. Mais pourquoi ne pas laisser les choses évoluer de cette manière-là? Il n'y a pas eu de problème à la dernière élection présidentielle. Mais quand on sait que le Bénin est un pays
à ressources limitées et coste d'épi, ce que ça engrange. Vous voyez, on n'a pas connu d'élection depuis 2016. Oui. Il me semble qu'il y a eu un coste d'épi qui a été installé là. Mais ce qu'on décide, je me senti que, écoutez, on a mis à sa disposition plus d'1 milliard, mais ils ont dépensé plus d'1 milliard. Ça a donné quoi? Moi, je pense que s'il y a des tests qui peuvent nous aider à faire des économies, là, je pense qu'il faut évoluer. Parce qu'on a dit, mais on veut aller, on ne travaille pas pour régresser, mais pour aller de l'avant. Donc, s'il y a des institutions budgétivores par rapport à nos maigres ressources, je pense qu'il faut les élaguer pour que nous puissions donc avoir de l'argent et réaliser des hôpitaux, des écoles, des marchés pour le moment. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la souveraineté n'a pas de prix. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous allons quand même dire un mot à l'endroit de notre confrère de la Nouvelle Tribune, qui est toujours sous sanction. C'est une sanction qui ne dit pas son nom, puisque au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président dit que le journal n'est pas sous sanction, alors que le journal ne paraît pas. Est-ce que vous avez un plaidoyer? Non, le journal est sous sanction. Et je crois que le tollé général que cette situation a créé devrait permettre, ou sinon devrait pousser le président de la HAC à revoir cette décision. Il a le pouvoir discrétionnaire, il n'y a que lui seul. C'est lui qui a pris cette décision-là. Il n'y a que lui pour dire, bon, ok, nouvelle tribune, vous commencez par paraître encore le lundi prochain. Non, qu'on n'attende pas un mois, c'est trop pour un organe de presse. Moi, je voudrais demander au président de la HAC de bien vouloir revoir cette sanction-là. Nous ne voulons pas la mort du pécheur. Non, ce n'est pas bon. Ça répond tant. Non, ce que moi je peux dire, je compatis à douleur des confrères donc, de Nouvelle Tribune. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vais vous rappeler qu'en novembre 2015, ça m'est arrivé moi. J'ai donc plaidé, j'ai dû donc aller me défendre devant les conseillers de la HAC dans la même situation, un peu comme Nouvelle Tribune. C'est pas que je leur souhaite de vivre la même chose que moi. C'est vrai, comme il a dit, c'est les tests qui ont prévu donc, que le président donc, de l'Assemblée de la HAC puisse donc détenir des pouvoirs discrétionnaires, donc ce qu'il a utilisé. Donc il revient donc, qu'on appelle temps à la HAC, donc de faire ce qu'il avait fait en son temps là, donc pouvoir donc lever la sanction et qu'aussi qu'on puisse donc en profiter de nous dire, il faut quand même qu'on appelle temps, se dire la vérité, se regarder en face, que les confrères donc puissent travailler tel que le code de la déontologie et de l'éthique l'a prévu, également qu'on évite donc d'écrire des articles tels que le président de l'Assemblée, parce que moi je me suis permis donc de lire un peu ce qu'on reproche, qu'on appelle à la Nouvelle Tribune, mais c'est qu'en dehors de ces écrits-là, il y a aussi le fait que la Nouvelle Tribune ne s'est pas conformée par rapport au nouveau code pour que le journal puisse être un journal légalement constitué. La loi a prévu que dans un an, là, il faut que les journaux puissent donc se mettre à jour. Et donc, dans la décision du président de la HAC, il a également soulevé cet aspect-là. Oui, voilà. Oui. Donc, non, je voudrais relever un point là. Le pouvoir de la HAC, les pouvoirs de la HAC ne vont pas jusqu'à la suspension d'un organe de presse. Il faut qu'on fasse le débat. La HAC n'a pas pouvoir. Qu'est-ce qui est habilité à suspendre? Ce sont les tribunaux. Mais si la HAC le fait, oui, elle les voies de recours, non? Oui, la HAC peut saisir. Savez-vous qu'en Occident, les instances de régulation, oui, en France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel sanctionne. Mais vous avez vu les étapes? Il y en a au moins 4. La dernière étape, c'est la sanction. La dernière étape. Le DP de la Nouvelle dit qu'il n'a même pas été appelé à l'ordre. Nous ne sommes pas en train de dire qui doit faire quoi, mais c'est juste un plaidoyer. Un plaidoyer pour que l'autorité qui a pris la décision non plus voir. Parce que quand même, il faut avouer que quand on ferme un journal, un organe de presse, c'est des emplois de la liberté qui sont mis en veilleuse, c'est des contrats qui sont mis en veilleuse. On prive également des lecteurs de ce journal donc, de pouvoir donc, avoir des informations. Donc je crois que je prierai le président de la HAC donc, de pouvoir donc, convoquer, parce que c'est ce que j'ai fait très rapidement, ces conseillers en une plénière qui puissent donc statuer sur le sujet. Et une fois, quand je dis, il faudrait que c'est une occasion pour nous, professionnels des médias, à savoir qu'il faudrait qu'on puisse, qu'on appelle évoluer donc, et travailler selon ce que les textes nous régissent. Merci à vous, Paul Emerico Adjovi, journaliste, ancien directeur de publication donc, du quotidien Le Matinal. Nous sommes en train de vous perdre sur cette émission, puisque dans les prochains jours, vous ne serez plus autorisé à venir ici. Vous allez justement où? Au niveau de... Écoutez, je suis désigné, ce n'est pas encore faire comme membre de la commission béninoise des droits de l'homme. Voilà. Donc, je ne serai que votre représentant au niveau de cette commission.
Ça ne veut pas dire que je suis parti, je suis toujours parmi vous. Ben, vous n'allez plus passer sur les plateaux de télévision comme cela. Voilà. Merci à vous, Apollo Adjovi. Merci à vous, Vincent Métonou, journaliste. Cela fait longtemps que vous êtes dans le métier. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes actuellement le rédacteur en chef du quotidien La Dépêche. Tout à fait. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous recevrai sous peu sur ce plateau. Merci, c'est avec plaisir que je vais répondre à votre invitation. Merci. Chers téléspectateurs, ce sera tout. Je l'ai dit, vous permettez, j'espère qu'une prochaine émission, avant que je ne vous donne d'eau, nous allons forcer de venir ici. Donc, nous allons forcer le calendrier à pour tous les vous Béninois recevoir. qui m'ont suivi tout le temps, là, donc de pouvoir leur dire au revoir. Et puis nous allons sabrer le champagne sur ce plateau, comme vous l'avez dit. À Dieu. Merci donc à Apollo Adjovi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous dimanche prochain. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion tout à l'heure après le tout dernier journal de ce jour. Portez-vous bien. Bye bye.